Bonsoir à toutes et à tous, vous regardez Bienvenue en Ile-de-France sur le Figaro TV et comme tous les jours dans cette émission, on traite ensemble des sujets qui vous concernent et qui concernent notre région. Notre dossier du jour est consacré à un drame atroce, celui de Camélia, jeune adolescente de 17 ans qui s'est suicidée en Seine-et-Marne sur fond de harcèlement scolaire. Le procureur de Meaux a annoncé l'ouverture de 4 enquêtes judiciaires, dont une pour harcèlement scolaire ayant conduit la victime à se suicider. L'attitude du proviseur est mise en cause par la famille de Camélia. Ce dernier aurait menacé la jeune lycéenne d'une sanction disciplinaire. C'est un drame atroce qui nous ramène à nos responsabilités sur ce sujet et cette lutte difficile contre le harcèlement scolaire. On en parle longuement avec nos invités autour de la table. En culture, la présentation au Louvre du chef-d'œuvre de Jean Hay, le triptyque de Moulins, après une restauration intégrale qui signe le retour en majesté de cette œuvre incontournable dans les couloirs du musée du Louvre. En art de vivre, enfin, on vous parle déco et aménagement d'intérieur avec les dernières tendances en la matière. On décloisonne et on le fait avec Aliette de Brémaudy en fin d'émission. Il y a maintenant plus d'une semaine, Camélia, 17 ans, se jetait sous un RER après avoir envoyé un message déchirant à sa mère « Je t'aime et tu es la meilleure maman du monde ». Un acte de désespoir, filmé par les caméras de vidéosurveillance de la gare, qui traduit un mal-être infini dans un contexte de harcèlement scolaire. Camélia avait en effet fait remonter à sa famille le harcèlement dont elle était victime. On va en parler avec nos invités autour de la table. Hugo Martinez, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes président de l'association Hugo. Arnaud Klarsfeld, vous êtes avocat, merci également. Et Anne Coffinier, vous êtes fondatrice de la Fondation Kairos pour l'innovation éducative à l'Institut de France. On est ravis de vous avoir avec nous pour évoquer ce sujet. Ce suicide, c'est un acte de désespoir qui est particulièrement choquant. On a vu l'onde de choc se répandre. On a tous été très émus. C'est presque étourdissant. On se demande comment on peut en arriver là. Quelle est la réaction que vous avez eue, Hugo Martinez, en apprenant le décès de Camélia ? Je crois que c'est en fait ce qui marque tout le monde, c'est d'abord cette double entretien, cette double convocation, ce proviseur qui s'est presque acharné contre Camélia, parce que c'est ce qui ressort des premiers éléments de l'enquête, et donc se dire qu'encore une fois, alors que régulièrement on vient sur les différentes antennes parler de ce sujet-là, on a encore des comportements de ce type, où on a encore cette culpabilisation de la victime, et qui amène à cette décision-là. Et je crois que cette heure-là, entre la sortie de l'entretien qu'a eu Camélia et le moment où elle a eu ce geste... Elle est décisive ? Elle est décisive et elle montre quand même, elle témoigne d'une grande souffrance. Je veux dire, pour avoir cet acte-là, à un moment de se jeter sur les voies, c'est littéralement ce qui s'est passé. Il faut avoir une souffrance et une culpabilisation maximale, et c'est ce qu'on peut imaginer de ce qui est relevé de cet entretien sans s'avancer encore trop à ce stade de l'enquête. Beaucoup de colère aussi de votre côté quand on apprend qu'un énième fait de harcèlement scolaire a poussé une victime au pire. Oui, c'est un désastre absolu. Ce qui est frappant, c'est, comme le disait Hugo Martinez, on a d'un côté une prise de conscience, on parle beaucoup du harcèlement, on en fait une cause, on en parle sur les plateaux, alors qu'il y a 15 ans, 20 ans, on n'en parlait pas, à part que quelques précurseurs, mais sinon, c'était pas un sujet. Et donc, d'un côté, on a l'air tous de dire, oui, bien sûr, le harcèlement, on est sensibilisé. Et puis, la réalité, c'est quoi ? La réalité, c'est que lorsque vous allez, en tant qu'enfant ou en tant que parent, dans le bureau du CPE ou du proviseur, expliquer ce que vous subissez... On n'est pas entendu. Eh bien, soit on n'est pas entendu, soit on a une institution qui, en fait, est mal à l'aise par rapport à sa responsabilité propre et qui a tendance à repasser la patate chaude. Et à qui elle la repasse très souvent ? À la famille. Bien sûr, et très souvent, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle va jusqu'à prévenir les services sociaux, pour que les services sociaux enquêtent sur la famille. Donc là, on voit qu'on a un vrai problème structurel. On ne sait pas gérer le harcèlement scolaire. Oui, et on ne sait pas gérer sa responsabilité, parce que l'école a l'habitude de transmettre des connaissances. Mais quelque part, dès qu'il s'agit du bien-être de l'enfant, elle considère que plus ou moins, ce n'est pas son affaire. Et donc, quand d'un coup, on lui dit, c'est ton affaire, il va falloir s'en occuper, parce qu'il y a un enfant qui est en souffrance, et si tu t'en occupes pas, il risque de mourir, d'un coup, elle essaie de trouver une porte de sortie. Et la porte de sortie, c'est souvent... De renvoyer la responsabilité. De renvoyer la responsabilité, d'une part à l'enfant, avec la victimisation, la culpabilisation de l'enfant. Tu te victimises, ils ont dit à cette jeune fille, tu te victimises, en plus c'est du vocabulaire hyper actuel, tu te victimises, bon, bref, tu fais ta victime, quoi. Donc forcément, quelqu'un qui subit un harcèlement, il se dit, le monde des adultes ne nous croit pas. Et donc, ils se sentent perdus, sans recours, avec une injustice. Et ceux qui sont responsables aussi de mon éducation et de ma sécurité. Exactement. Et de l'autre côté, on repasse la responsabilité
à la famille, mais pas de manière ouverte. On la repasse en lui envoyant les services sociaux sur le dos. Donc, une sorte de procédure bâillon. Parce que la famille, il va falloir qu'elle se débatte avec ça. Et pendant ce temps, elle ne va pas accompagner l'enfant, elle ne va pas agir sur le harcèlement. Il y en a toujours autant besoin. Il y en a toujours autant besoin. Voilà. Arnaud Klarsfeld, quand un enfant est harcelé, aujourd'hui, on a l'impression qu'il ne peut pas être protégé, que malgré les dispositifs qui existent, et pour sensibiliser et pour punir, on a l'impression que la mécanique s'enraye et qu'il ne se passe rien. Si, il y a des fois où il doit se passer des choses, mais c'est aux professeurs de voir ce qui se passe dans leur classe. C'est comme professeur, c'est comme un gardien de prison, il sait exactement ce qui se passe dans sa classe, et il voit les enfants qui sont à risque de se faire harceler, et il voit quels sont les meneurs, parce que comme dans les manifestations, dans les classes, il y a des meneurs, et qui s'en prennent à quelqu'un de plus faible. Ce plus faible, vous l'appelez un bouc émissaire, ça veut dire quoi pour vous ? Moi, j'avais ce sens où Anne a parlé de précurseurs, c'est pour ça que je suis sur le plateau sans doute, parce que j'ai aucune connaissance réelle, juridique sur le sujet, mais j'ai retrouvé le mail que j'avais envoyé au directeur de cabinet en 2009, qui était le directeur de cabinet de François Fillon. Je lui avais dit... si vous prenez la dernière page du Monde, aujourd'hui, elle traite de l'ostracisme dont souffrent à l'école les enfants obèses. Cela rejoint un thème que j'avais suggéré à de nombreuses reprises depuis 2007, donc ça fait presque 20 ans, celui des boucs émissaires à l'école. C'est un thème dont le Premier ministre pourrait s'emparer en demandant une mission de réflexion au ministre de l'Éducation. Comment enseigner aux jeunes en quoi il est mal de s'attaquer à un camarade parce qu'il est faible ou parce qu'il est différent ? Je ne me souviens plus des statistiques, mais ces enfants persécutés à l'école ont un taux de suicide bien plus élevé et aussi une fois parvenus à l'âge adulte. Je sais que dans les pays nordiques, il y a des programmes qui ont prouvé leur efficacité. En tous les cas, en France, une telle mission de réflexion pourrait être confiée à des équipes de pédagogique, blablabla. Bon, est-ce que vous avez répondu ? Il m'avait rien répondu à l'époque, le directeur de cabinet, parce que c'était pas un sujet dans l'air du temps. D'ailleurs, vous voyez, j'ai parlé de bouc émissaire. J'ai pas parlé de harcèlement parce que le mot n'existait pas. Et à l'école, on parlait de bouc émissaire. Ça revient au temps biblique où le jour de Yom Kippour à Jérusalem, ils amenaient 2 boucs et ils mettaient tous les péchés d'Israël sur un bouc. Et je sais pas, ils tuaient un bouc et l'autre bouc partait dans le désert avec tous les péchés. Des terminologies différentes, mais qui décrivent quand même la même réalité. Mais j'avais des idées. Il faut faire des films, enseigner dès le plus jeune âge, dès la maternelle, enseigner en quoi c'est mal de s'attaquer à quelqu'un de plus faible. Parce que les enfants sont mignons, mais méchants aussi, naturellement, parfois. Il y a, dans La Fontaine, ils disent, vous vous rappelez pas cette fable, les 2 pigeons ? Non, 2 pigeons s'aimaient d'amour tendre. Et puis après, il y a un pigeon qui se fait attraper par un enfant, et La Fontaine dit... c'est 2 fripons d'enfants, cet âge est sans pitié. Il y a des enfants qui sont sans pitié à l'école. Et surtout, quand on est en groupe, on a l'impression d'être... De devenir invincible. Ouais. Pourquoi ? Parce qu'ils sont mal élevés, parce qu'ils sont mal éduqués, parce que l'école le permet. Ça doit donner un sentiment d'unité du groupe par rapport à quelqu'un qui est différent ou plus faible. Moi, je regarde les reportages d'animaux. Et par exemple, quand il y a une antilope qui naît albinos, toutes les autres antilopes qui sont pourtant gentilles, quand vous voyez une antilope, oh, elle est tellement gentille et tout ça, mais elles se liguent contre celui qui est différent, parce qu'elles ont l'impression que c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'instinct animal ? On rejette celui qui est différent, parce qu'il nous fait presque peur, et c'est pour ça qu'il faut enseigner la tolérance dès le plus jeune âge, mais vraiment à un âge très jeune, 5 ans, 6 ans, vous voyez, le plus tôt possible. Le plus tôt possible. Hugo Martinez. D'abord, tout à l'heure sur les chiffres, justement, vous disiez à l'époque qu'il n'y avait pas justement encore de chiffres. Là, les chiffres, on les a, ils sont dramatiques. Il y a encore 2 ans, on parlait d'1 jeune sur 10 qui est victime chaque année en France de harcèlement scolaire. À l'heure où on se parle, il y a en France 1/3 des jeunes Français qui sont victimes de harcèlement scolaire. C'est-à-dire que dans une classe, c'est 10 élèves dans chaque classe de France qui sont victimes de harcèlement scolaire. Et pire, en termes de décès chaque année,
on compte à minima une classe d'élèves chaque année qui décèdent du harcèlement scolaire. Je dis bien décèdent parce qu'on a dans la plupart des cas des suicides, comme c'est le cas de Camélia, mais on a aussi je pense notamment à l'affaire Alisha qui avait fait du bruit à l'époque, où il y a des assassinats aussi entre camarades. La question de la cruauté entre élèves et de la violence entre élèves, parce que moi je parle vraiment de cruauté à ces niveaux-là, elle ne doit pas être écartée. Et je crois que quand aujourd'hui encore on juge avec les ordonnances de 45 avec des jeunes qui n'étaient pas exposés aux réseaux sociaux, qui n'étaient pas dans ce climat de violence extérieure, de cette exposition à la surinformation en continu, je crois qu'on fait erreur de juger Donc, encore. notre arsenal, nos outils sont plus les bons? Alors, les outils, moi je me suis battu pendant de nombreuses années bec et ongle pour créer notamment le délit de harcèlement scolaire. Jusqu'en 2022, il n'existait pas. C'est-à-dire que jusqu'en 2022, une famille ne pouvait pas aller porter plainte, ne pouvait pas aller être entendue par la police ou les gendarmes sur ce sujet-là. Moi je me suis battu pour ça, sur la base de mon expérience personnelle. Tout à l'heure, cette heure qu'on évoquait tout à l'heure de doute, moi je l'ai vécu au plus profond de moi-même, parce que ces doutes de se dire est-ce que j'ai encore ma place ici dans ce monde, je me la suis posé cette question pendant ces années de harcèlement scolaire dont j'ai été victime. Et quand, avec mes parents, on a voulu aller porter plainte, d'abord on a été plutôt reconduit vers une main courante plutôt qu'une plainte, parce que c'était plus simple pour les gendarmes, et puis parce que de toute façon il n'y avait pas le motif, le délit harcèlement scolaire, et en fait finalement on a appris que cette main courante n'a jamais été enregistrée, parce que pour le calme du quartier, du village, etc. On préférait mettre sous le tapis. Donc c'est pour ça que je me suis battu aussi, pour qu'il y ait un outil juridique. Maintenant, moi, vous voyez, quand je vois qu'entre 2022, donc année de la création de ce délit, et 2024, il y a eu 10 000 plaintes enregistrées pour harcèlement scolaire. Sur ces 10 000 plaintes, il n'y a eu que 240 condamnations enregistrées. Et je crois que c'est là aussi où il y a un besoin de moyens, bien sûr, pour la justice, de moyens aussi sur la police, sur la gendarmerie, pour pouvoir entendre. Et puis un devoir de fermeté, pardon. Mais un devoir de fermeté. Moi, évidemment, il y a des plaintes qui n'ont pas donné suite pour des raisons évidentes, mais d'autres qui auraient dû être amenées à leur terme et être sanctionnées durement. Amenées à leur terme. Et moi je le dis très clairement, le discours, il doit être de 3 façons sur la question du harcèlement scolaire. Les primo-harceleurs, il ne faut pas les stigmatiser, il faut comprendre pourquoi ils en sont arrivés là. Dans 9 cas sur 10, ils souffrent autant qu'ils font de mal. Ils ont un complexe d'infériorité, ils ont des fragilités au domicile familial, etc. Un enfant qui fait ça, c'est un enfant qui ne va pas bien? Dans 9 cas sur 10, sur les primo-harceleurs. Et donc il faut... Qui a été maltraité. Ou qui a été maltraité. Enfin, voilà, vraiment, on a toute fragilité qui peut mener à cela. Et donc il faut amener l'enfant à comprendre que ce mal-être, il faut qu'il l'exprime, et autrement que par la violence, que la haine d'autrui, mais plutôt par la parole. Donc on fait de la pédagogie avec les primo-harceleurs. Par contre, sur les récidivistes, il faut être tolérance zéro. Il y a un moment, moi je reprends à cet exemple, ce jeune Lucas dans les Vosges qui s'était suicidé il y a quelques temps. Le jugement est arrivé à un non-lieu et une relaxe de ces lycéens harceleurs. 6 mois plus tard, ces mêmes lycéens, dans un nouvel établissement, ont reproduit du harcèlement et leur victime a tenté de se suicider. On ne peut plus avoir un laxisme comme celui-ci face à ce sujet. Ça, c'est plus possible. Et je crois que, moi, vous voyez, il y a quelques temps, je questionnais la question des moyens que l'État mettait en place sur ce sujet. Moi, je le dis ouvertement aujourd'hui, je crois que l'État doit être mis face à ses responsabilités sur ce sujet. On est capable de mettre beaucoup de moyens, de mettre beaucoup d'énergie, et quand je dis on, c'est l'État en réalité, sur des causes où les enfants sont finalement responsables au domicile. Je pense que c'est la question des violences intrafamiliales, de l'inceste, etc. Parce que c'est les familles qui peuvent être responsables. Là où l'État a un rôle à jouer, on est capable de mettre ça sous le tapis et de regarder ailleurs. Anne Coffinier, ce qu'on décrit aussi, c'est une jeune fille qui s'était confiée à sa famille, qui avait expliqué être victime de harcèlement. Ce n'est pas le cas de tous les enfants. Certains n'ont pas d'assez bonnes relations avec leurs parents pour le faire. Ils ne se sentent pas assez en confiance. Ils ont peur de le dire. Elle l'avait dit. Elle l'avait dit aussi à des amis qui ont témoigné, d'ailleurs, suite à son suicide. On a l'impression que finalement, les gens qui comptent étaient au courant. Elle a également décidé d'alerter les professeurs. Les parents ont eu des rendez-vous avant le mois de décembre qui ont d'ailleurs été plutôt favorables. On a répondu assez rapidement. Comment est-ce que, quand tout le monde sait, tout le monde est au courant, les camarades, les parents, les professeurs. Comment est-ce qu'on peut encore en être là? Vous l'avez dit, c'est d'un sujet dont on parle toutes les semaines sur les plateaux de télévision, on en parle à longueur de temps. Comment c'est possible? Alors déjà, c'est vrai qu'il y a un tiers des personnes harcelées chez les mineurs qui n'osent pas en parler à leur famille. Donc souvent, pour ne pas inquiéter les parents. Et ça, c'est important. Après, parmi ceux qui ont pu en parler aux familles et en parler éventuellement à l'administration, au CPE, ce qui se passe, et c'est comme ça aussi dans d'autres domaines, c'est que l'administration
elle est au courant, elle fait des procédures, elle ouvre le parapluie. Alors elle va par exemple prévenir l'académie. Prévenir l'académie, alors l'académie eux-mêmes, ils vont voir ce qui se passe, etc. Et à partir du moment où elle s'est défaussée en termes de responsabilité sur un autre échelon, l'académie, elle a fait son travail. Donc en fait, il n'y a pas d'humain, alors il n'y a pas d'humanité. C'est-à-dire que je crois que vraiment, il faudrait généraliser une conception différente de la responsabilité administrative, c'est-à-dire qu'il y a une culture dans l'État, et je le dis d'autant plus que je suis haut fonctionnaire, il y a une culture dans l'État qui est une culture d'irresponsabilité. C'est-à-dire que l'État, il fait bien, par définition. L'État, il ne se trompe pas. Alors, il y a toute une théorie qui est la théorie de savoir si une faute est détachable ou pas du service. Il y a une jurisprudence complète sur le sujet. Mais globalement, l'État a tendance à considérer qu'il fait les choses correctement. Donc, quand vraiment, il y a toute une série d'informations qui lui disent qu'il faut agir, une fois que tout est documenté, une fois qu'on dit on a fait telle procédure, on a parlé à tel... Il n'y a pas une action humaine de prise de responsabilité. Or, je veux dire quelque chose qui n'est peut-être pas politiquement correct, mais 3 fois sur 4, si un adulte avec autorité qui convoque les harceleurs, il leur passe son savon, comme on disait traditionnellement, qui leur explique que ce qu'ils font, c'est juste inhumain, c'est barbare, c'est lamentable, c'est indigne de toute forme d'humanité, et qu'il ferait bien de se balader dans la cour du lycée avec un panneau qui explique ce qu'ils font subir aux autres, ça s'arrêterait probablement. Le problème, c'est qu'on a un traitement hyper administratif. Alors, j'ouvre le parapluie, je transmets à l'échelon du dessus, je fais une convocation, je vais quand même pas. Alors, je vais peut-être parler aux parents quand même, et le tout dans le caractère un peu huis clos d'un bureau de proviseur ou de CPE. Mais quand vous stigmatisez publiquement des jeunes, il faut que vous-même, vous soyez mis face à la communauté des autres jeunes devant vos responsabilités de salauds, parce que c'est comme ça que ça s'appelle. Et ça, c'est quelque chose que notre époque ne fait plus. Vous savez, le fameux bonnet d'âne. Bonnet d'âne, c'était pour dire qu'un élève, il avait vraiment transgressé des règles très graves et que donc il y avait une sorte d'infamie. Voilà. Mauvais élève. Ou mauvais élève. Enfin bon, on le faisait souvent pour de mauvaises raisons. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y avait une symbolique par rapport à la communauté que cet élève-là, il a fait quelque chose qui était vraiment grave pour la communauté. Et ces choses-là n'existent plus. De la même manière qu'il n'y a pas de tableau d'honneur, de la même manière, il n'y a pas de tableau d'infamie. Donc, ça reste quelque chose d'un peu... Il n'y a plus de tableau d'honneur Non, il n'y a plus de tableau d'honneur dans les écoles publiques. J'en avais eu un en 10e, je m'en souviens encore. Voilà. Ils ont dû les supprimer après ça. Voilà, donc je pense qu'on a un vrai problème avec la prise de responsabilité. Moi, je connais plusieurs personnes dont leur enfant était harcelé. Ils sont allés à la sortie de l'école. Ils ont récupéré les parents de l'enfant harceleur. Ça s'est passé de manière courtoise, mais de manière assez ferme et devant tout le monde. Donc finalement un peu justice eux-mêmes, pardon, je caricature. Mais oui. Eh bien, ça marche mieux. Oui. Ça marche mieux. Pourquoi ? Parce que c'est du vrai contact humain, parce qu'on dit à l'autre, on le met face ton à sa enfant responsabilité. se comporte comme ça, et donc on oblige l'autre à une forme de responsabilité. Il y a une perte de sens des conséquences de ces actes. Juste une chose, il n'y a pas longtemps, il y a eu un cas de harcèlement, et les personnes ont continué à harceler la jeune fille qui s'était suicidée après le suicide. Post-mortem. Ils ont continué à harceler sur les réseaux. Et moi, j'ai trouvé ça très, très, très instructif, parce que ça prouve qu'ils ont perdu le sens concret de ce qu'ils font. Vous imaginez le caractère sordide de cette situation ? Continuer à se moquer, à dire « tu l'as assez bien fait, tu es mort, tu l'as bien cherché ». Post-mortem. Et je me demande même comment c'est tout simplement possible. Ça veut dire qu'on vit dans une société extrêmement violente, où on a une perte de repères des jeunes aussi. On qui perd le sens concret de ce qu'on fait. Donc il faut rendre le caractère presque sensible de ce qu'on fait. Il ne faut pas que ça reste théorique ou administratif. Ou administratif. C'est-à-dire vous faites une grande réunion dans la cour de l'école, vous faites avancer les jeunes en leur disant « qu'est-ce qui s'est passé ? Tu trouves que c'est malin ? Là, tu lui as sorti sa culotte, tu l'as pris en vidéo, tu as mis ça sur Internet, et maintenant, elle n'ose plus marcher. Tu trouves que c'est malin ?» Alors ça implique, pardon, que la fonction de professeur soit respectée, et on le voit, les professeurs nous le disent, n'ont plus le pouvoir sur leur classe. Non. Oui, mais pourquoi ? Parce que quand ils cherchent à l'exercer, ils ne sont pas soutenus par le CPE et par le proviseur, qui leur dit que l'essentiel, c'est que tous les enfants restent dans la classe. Donc si vous voulez un petit peu sévir, c'est vous qui êtes mis sur le côté. Je vous raconte une histoire. J'ai une amie qui était ZR, donc qui fait cours de philo, sans être titulaire, dans le 9-3. Et à un moment, il y a un de ses élèves qui se dessape, comme on dit dans le bon français actuel, donc il sort son pantalon. Alors, ma camarade dit, écoute, manifestement, t'as chaud, donc tu vas aller dans le couloir, tu vas voir le CPE, puis moi je fais cours. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé ? Elle a été convoquée par le proviseur qui lui a dit, écoutez, madame, manifestement, vous avez des problèmes d'autorité, donc si vous voulez prendre un congé maladie, il n'y a pas de problème, je le signerai.
Elle a dit, mais j'ai aucun problème d'autorité, simplement, et là, il faut que vous fassiez votre rôle. Donc il faut aussi que les professeurs soient soutenus pour qu'ils puissent derrière véhiculer les bons messages et soutenir éventuellement figure d'autorité. des élèves qui en auraient besoin. En fait, Il y a incarné l'autorité, parce qu'on ne peut pas l'incarner si on n'est pas soutenu. il y a un vrai Bon, sujet Martinez. d'autorité, en effet, et je crois qu'il doit être à tous les échelons, c'est-à-dire en effet au sein de l'établissement scolaire, mais aussi les parents. Alors il y a bien sûr les familles monoparentales, où il y a un vrai sujet parce que on rencontre nous souvent des familles où en fait justement par manque aussi même de moyens, ne serait-ce que sur l'après-harcèlement scolaire. On a des familles, moi j'ai des mamans qui témoignent, qui se mettent à crédit pour financer l'accompagnement thérapeutique de leur enfant victime de harcèlement scolaire dans leur reconstruction. Et ça c'est intolérable. On vit dans une société qui aujourd'hui détourne le regard sur ce genre de situation. Mais il y a aussi des parents qui sont démissionnaires sur ce sujet-là. Je parle souvent des réseaux sociaux et des jeux vidéo, et j'y reviendrai sur la question de ce rôle des réseaux sociaux dans la question du harcèlement scolaire, mais aujourd'hui, c'est pas tolérable d'avoir encore des parents qui flanquent leurs gamins devant des écrans de jeux vidéo interdits aux moins de 18 ans, alors que ce sont des lycéens, des collégiens, qui détournent le regard quand il s'agit d'aborder ce sujet-là. Il y a un point sur lequel je crois qu'il y a une réflexion à un moment à avoir. Il n'y a qu'en France où on a le même terme pour harcèlement scolaire, harcèlement sexuel, harcèlement au travail, etc. Donc c'est vrai que des parents qui n'auraient pas ce dialogue à la maison avec leurs enfants, qui découvriraient quand on vient leur dire en fait ton enfant il est harceleur, je peux comprendre en se mettant à leur place que c'est quelque chose de très violent parce que ça a toutes les connotations que ça représente. Aux États-Unis, c'est le terme bullying qui est dédié au harcèlement scolaire. Dans les pays nordiques, vous en parlez tout à l'heure, c'est le terme mobbing qui est dédié au harcèlement scolaire. Donc il y a une vraie question aussi. Donc ça décrit une réalité peut-être plus précise, plus spécifique. Plus spécifique au harcèlement scolaire. C'est-à-dire pour ça, moi, je me suis battu parce qu'avant le délit de harcèlement scolaire, on s'appuyait pour juger ces situations sur le délit de harcèlement au travail, qui n'est pas du tout la même chose que le harcèlement scolaire. Et sur la question de la place des réseaux sociaux dans ce combat, j'entends depuis 2, 3, 4 ans, une situation qui vise à désigner comme le grand méchant loup de ce sujet les réseaux sociaux et les grandes plateformes qu'on connaît tous, Meta, Snapchat, etc. Bien évidemment, elles ont un rôle à jouer dedans et elles sont le prolongement en continu. Oui, c'est le harcèlement qui continue à la maison. Mais je parle bien de prolongement. Il ne faudrait pas, et c'est malheureusement ce que les politiques nous servent aujourd'hui, toujours dans cette idée de rejeter la patate chaude, qu'on les accuse de responsabilité de ce harcèlement scolaire. Moi, je voudrais qu'à un moment, on prenne conscience, cette jeune Camélia n'était pas sur les réseaux sociaux, n'a pas subi de cyberharcèlement. La jeune Sarah de Sarreguemines, 9 ans, qui s'est suicidée au mois de novembre dernier, n'était pas sur les réseaux sociaux. Donc arrêtons de croire qu'en... Disons que c'est trop facile de dire que le problème vient des réseaux sociaux. Vient d'ailleurs et des réseaux sociaux, en effet. Moi, je suis convaincu que d'abord, les réseaux sociaux ne font pas que du mal. Il y a des jeunes qui trouvent un moyen aussi de s'y connecter avec d'autres personnes, d'autres univers, de se renseigner, d'assouvir leur curiosité aussi, leur recherche, etc. Il y a bien sûr un cadre à poser, il faut aller dans ce sens-là dans la réglementation. Moi, je ne crois pas que la solution soit d'interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans, d'interdire le téléphone, je pense que ce n'est pas ce qui sera la solution. En revanche, sur la question aujourd'hui de cette poursuite du harcèlement sur les réseaux sociaux, et donc les week-ends, les soirs, pendant les vacances, là, il y a un vrai sujet. Mais c'est que la poursuite de ce qui existe bien dans la cour de l'école au sens figuré du terme. Arnaud Klarsfeld, quand vous écoutez cette discussion, quelles sont les solutions que vous entrevoyez, celles auxquelles vous avez réfléchi et où vous arrivez à la conclusion qu'il faut les mettre en place rapidement? Je n'ai pas beaucoup réfléchi, sinon, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire sensibiliser les enfants dès le plus jeune âge. Je crois que c'est à cet âge-là que le cerveau se forme réellement et qu'on a les répulsions ou les passions positives ou négatives. Est-ce que tout le monde est capable d'empathie? Non, mais on peut s'améliorer. Il y a sans doute, comme chez les animaux, des gens qui naissent avec un peu plus de sentiments positifs, d'autres avec plus d'agressivité, etc. Mais moi, je pense réellement que chacun peut être amélioré, ça je suis persuadé, avec amour. D'ailleurs, les animaux, il y en a qui peuvent être agressifs, et si vous leur donnez beaucoup d'amour, quand même, ils s'améliorent. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, on n'a pas le temps de faire ça sur tous les humains, mais l'homme est capable de s'améliorer. Et comme tu l'as dit, il faut donner une seconde chance à celui aussi qui a... Au primo-harceleur, par exemple. Au primo-harceleur, et il faut être sans pitié avec le récidiviste. Et il faut aussi sensibiliser les professeurs qui s'intéressent à ce qui se passe dans leur classe. Je ne suis pas sûr, je ne peux pas vous dire, peut-être que ça se fait, peut-être que ça ne se fait pas aussi.
Ça doit être important. Mais Faire peut-être demander à tous les réalisateurs de faire des petits films de 10 minutes qu'on passe à la télé, vous voyez ce que je veux dire, des choses comme ça, des choses un peu innovantes, et mettre la honte sur celui qui harcèle quelqu'un de plus faible, que les harceleurs se sentent honteux. C'est l'idée du bonnet d'âne. Oui, mais enfin, je suis pas sûr que celui qui portait le bonnet d'âne se sentait réellement honteux, sauf si on lui avait baissé la culotte, là il se sentait réellement honteux. Mais c'était une forme de harcèlement aussi, que de lui baisser la culotte. J'ai reçu une fessée en 8e, je m'en souviens encore. Donc, ça a toujours existé, ça existera toujours, la méchanceté humaine, mais il faut réussir à protéger ceux qui sont victimes de cette méchanceté. Et surtout à l'école. L'école doit protéger, oui. Qu'est-ce qui risque de se passer? On a vu qu'il y avait eu un certain nombre de manquements. On s'interroge sur ce qu'a effectivement dit ce proviseur. On met forcément du conditionnel, puisqu'il y a des enquêtes en cours. Ça ne veut pas dire qu'on ne croit pas Camélia, évidemment qu'on croit Camélia et sa famille, mais le procureur de Meaux a demandé beaucoup de vigilance, parce que le proviseur est lui-même harcelé. Maintenant, oui, alors enfin, harcelé, c'est pas forcément le terme. Il est mis sous pression. Il est mis sous pression et ça, comment dire, on pointe une forme de responsabilité. Je ne sais pas ce qui peut se passer, mais ça va dépendre du suivi médiatique, ça va dépendre de la mobilisation locale. Or, on a vu que la mobilisation était forte localement. Très forte. Et ça, c'est très intéressant parce que ça permet aussi aux jeunes de s'approprier réellement ce qui se passe. De s'en rendre compte dans leur chair, personnellement. Et en fait, comment se naît l'empathie? L'empathie, c'est en général qu'on se projette, on se dit « et si c'était moi ?» C'est là-dessus que ça repose, c'est peu altruiste. Hein. On se dit « et si c'était moi qui étais harcelé ?» Ah ben non, je ne vais pas le faire. J'aimerais pas qu'on me fasse ça. C'est la fameuse formule de Kant. Il ne faut pas faire aux autres ce qu'on ne voudrait pas qu'ils nous fassent. Oui, tout à fait. Donc c'est là-dessus que ça repose. Dans la Bible, dans les évangiles. Oui, c'est vieux comme le monde. Hein. Et donc, n'empêche que cette capacité-là à se mettre à la place de l'autre, bizarrement, elle est assez atténuée, elle est assez abîmée actuellement. C'est comme si on ne se reconnaissait pas plus que ça dans un autre humain. Comme si, moi, le ego, c'est une sorte de parce qu'on est devenu une société nombriliste. Voilà, de société nombriliste. Et on ne voit pas que l'autre, c'est mon frère, ça pourrait être moi-même. Et que donc, si collectivement, je ne respecte pas l'autre et que l'autre ne me respecte pas, c'est une société barbare. Je pense que cette réalité est perdue de vue. Donc ça nous reconnecte même à un problème, un double problème. D'abord, on a un gros problème de santé mentale. On n'a pas juste un problème de harcèlement. Il faut voir les deux sont liés. Il faut voir l'explosion des tentatives de suicide, notamment après le Covid. Donc on a un problème, la jeunesse ne va pas bien. Et le harcèlement, c'est une forme liée à un problème de santé mentale. Une conséquence de cette santé mentale dégradée. Les jeunes vont se mettre à harceler l'autre pour se poser, les jeunes vont se harceler l'autre pour se poser en leader, pour ne pas être harcelé soi-même. C'est le premier qui attaque. Pour ne pas être soi-même un faible. Hugo Martinez, en 40 secondes, qu'est-ce que vous espérez comme suite? Moi, d'abord, je crois qu'il faut en fait avoir d'abord la question de la prise en charge, qui est un point important sur les familles, ces victimes. C'est pas normal que cette Camélia, on la laissée toute seule, et malgré les alertes qu'elle a elle-même faites, et ses parents. Donc d'abord, c'est des moyens. Et la question de la responsabilité de l'État, elle doit aboutir à la mise à disposition de moyens. C'est la seule politique publique en France qui n'est pas dotée de moyens. La deuxième chose, c'est en effet la question de la santé mentale des jeunes, elle doit être prise en compte. On doit pouvoir mettre en place un plan réel et pas juste des effets de machine à fumer et d'annonces politiques. Ça commence à bien faire. Régulièrement, on vient en parler sur le plateau de ce sujet-là, il faut que maintenant il y ait des moyens qui soient mis en face. Et la troisième question, le troisième point en effet, c'est cette question qui a été un petit peu évoquée entre les lignes, c'est comment est-ce qu'on popularise au sens noble du terme cette cause? Comment est-ce que chacun arrive à trouver sa manière de s'engager sur ce sujet? Comme l'avait fait en son temps Coluche sur les questions des sans-abri, il faut que sur la question du harcèlement scolaire, on trouve une manière de mobiliser, peut-être à travers des films en effet, à travers des personnalités, des ambassadeurs. Il faut engager toute la société. C'est toute la société civile qui doit se mobiliser sur ce sujet-là. Merci beaucoup à tous les trois pour vos mots et merci de nous avoir aidés à mieux comprendre ce drame autour de Camélia. On rappelle qu'elle s'est suicidée suite à du harcèlement scolaire. Encore un grand merci à tous les trois et on passe tout de suite à l'entretien culture.
Le musée du Louvre présente une œuvre majeure, le triptyque de Moulins de Jean Hay, chef-d'œuvre absolu de la peinture française à l'aube du XVIe siècle. La restauration de cette œuvre a été une entreprise importante qui a nécessité 3 ans entre 2022 et 2025. C'est un événement patrimonial crucial qui a permis de révéler un pan de la peinture française. Et on va en parler avec vous, Sophie Caron, vous êtes commissaire de cette exposition. Un peu d'histoire pour commencer à propos de ce tableau, qui est la création la plus monumentale de Jean Hay. On va parler peut-être de cet artiste qu'on appelait aussi le maître de Moulins. Oui, c'est un artiste qu'on a appelé longtemps le maître de Moulins parce que son œuvre essentielle, donc le triptyque, est à Moulins et que cet artiste a travaillé pendant une dizaine d'années dans cette ville très belle en Auvergne. Et son vrai nom, on le sait, depuis les années 1960 environ, c'est Jean Hay, H-E-Y. Et il est d'origine tard donc. Assez tard, effectivement, et c'est un nom qu'on a un petit peu de mal à retenir. Il est flamand, il vient de la région de Bruxelles et il est venu travailler en France en cette fin du Moyen-Âge, dans les années 1480. Et on rappelle que ce tableau, ce triptyque, c'est une commande du duc et de la duchesse de Bourbon pour la collégiale de la ville de Moulins. C'est aujourd'hui une cathédrale, si je ne dis pas de bêtises. Exactement. Et la commande date de 1498. Quel est le pitch? Qu'est-ce qu'on demande au maître de Moulins? Alors, on n'a aucune certitude parce qu'on n'a pas de documents. Mais ce qu'on peut déduire d'un certain nombre de paramètres, c'est que sans doute le duc et la duchesse ont commandé à ce grand peintre, leur peintre favori, une œuvre pour répondre un petit peu à une crise politique qu'ils étaient en train de vivre. En effet, le duc et la duchesse de Moulins sont des personnages très très importants dans le royaume de France, mais le roi change à ce moment-là et leur pouvoir se trouve un petit peu fragilisé. Donc il faut réaffirmer leur autorité? Exactement, il faut qu'ils affirment leur autorité, il faut qu'ils affirment leur pouvoir. Et la raison de la représentation de leur fille, Suzanne, la petite fille qui est à côté de sa mère sur le triptyque, eh bien, c'est aussi parce qu'ils veulent affirmer la transmission de ce duché de Bourbon sur lequel ils règnent à leur fille. Et donc la légitimité de cette descendance, installer Suzanne de Bourbon comme quelqu'un qui va faire partie de la vie politique. On a l'impression comme ça que c'est une représentation religieuse, c'est aussi donc un testament politique. Exactement, c'est une œuvre religieuse, ça, c'est vrai parce qu'ils sont représentés en prière devant la Vierge, mais vraiment un testament politique qui devait avoir une efficacité très forte, j'imagine, et on le voit encore maintenant de nos jours, puisque c'est une œuvre très spectaculaire sur les fidèles de l'époque qui le découvraient. Est-ce qu'au XVe siècle, c'est courant de demander à se faire représenter dans un acte de foi, par exemple en priant ? En priant, c'est assez courant. Les personnes, hommes et femmes, veulent souvent, à côté de leur tombeau, être montrées, représentées en prière, en gage de leur foi, évidemment. Là, il y a vraiment un double enjeu. Les Bourbons veulent vraiment montrer leur dévotion à la Vierge Marie, qui est représentée au milieu, mais ils n'oublient vraiment pas la réalité, j'allais dire un peu à court terme, de l'urgence de cette crise politique qu'ils sont en train de vivre et qu'ils veulent traverser glorieusement. Alors, sur le volet intérieur gauche, Pierre II de Bourbon, accompagné par Saint-Pierre, il proclame ainsi la grandeur de sa famille, être accompagné par Saint-Pierre. En pape, ça dit tout de suite quelque chose de fort? Tout à fait. Il choisit Saint-Pierre parce que c'est son saint patron, il a le même prénom que lui, mais le représenter en pape, c'est vraiment un acte, une grande décision. En plus, ce pape porte sur son vêtement il y a un détail qui est la ceinture Espérance, et c'est la devise des Bourbons. Donc le pape lui-même arbore la devise des Bourbons. Ouais. Et donc en effet, le message se répond. Sur le volet intérieur droit, Anne de France, avec sa sainte patronne, Sainte Anne, et donc sa fille, Suzanne, vous nous en avez dit un mot, en position de prière, tournée vers le centre de ce triptyque, où l'on voit la Vierge et l'enfant entourés d'anges. Qu'est-ce que dit ce symbole de la Vierge et des anges au centre du triptyque? Cela dit le grand attachement qu'avaient les Bourbons à la Vierge et à l'enfant, comme beaucoup des personnes de l'époque. Ça, c'est moins original, on peut le dire. Oui, mais ce qui est original, c'est quand même qu'elle est représentée de manière un peu particulière, pas tout à fait compréhensible quand on ne connaît pas, au milieu d'un halo qui représente le soleil, et les pieds de la Vierge sont posés sur un croissant de lune. Ça, c'est assez étonnant. Et ce sont les attributs habituels de la Vierge quand elle aborde l'Apocalypse. Et là, il y a vraiment cette vision un peu apocalyptique à laquelle les Bourbons tiennent beaucoup, qui explique pourquoi la Vierge est représentée de manière comme ça, très céleste et assez étonnante pour nous. On précise que ces volets n'avaient vocation à être vus qu'à de très rares occasions, puisque normalement le triptyque est laissé fermé. C'est donc quelque chose que les fidèles ne pouvaient découvrir qu'à l'occasion de fêtes religieuses spéciales, à des moments très rares. Normalement, ce qu'on voit, ce sont donc les volets extérieur gauche, la Vierge de l'Annonciation, extérieur droit, l'ange de l'Annonciation. C'est important de le dire parce que là, on a l'impression que c'était quelque chose qui était facile à voir, que les gens découvraient aisément. C'est pas le cas.
Exactement, vous avez raison. Et c'est très important de le dire parce qu'on a l'impression que les œuvres sont accessibles, d'autant plus dans les musées. Voilà. Elle était donc fermée et ces grisailles, lorsqu'on arrivait dans la collégiale, au fond, on ne distinguait pas très bien qu'il s'agissait d'une peinture, sans doute, parce qu'il y avait cet effet volontaire de fusion un petit peu de ces grisailles, donc, qui reprennent un peu la couleur de la pierre dans l'architecture. Donc, on distinguait peut-être petit à petit, en s'approchant, qu'il s'agissait d'une peinture. Il y avait un effet comme ça de trompe-l'œil. Et donc, quand on ouvrait le triptyque, c'était très rare, il y avait sans doute volontairement cet éblouissement total qui avait lieu, puisque les couleurs sont extrêmement spectaculaires. Les couleurs sont absolument divines. On va en reparler, puisque ça faisait partie des grands enjeux de cette restauration. J'aimerais juste qu'on dise un mot du cadre, qui, si le peintre est flamand, lui est plutôt un cadre avec un décor italien. Est-ce que ça, c'est un choix audacieux plutôt, non ? C'est un choix très audacieux, assez étonnant pour un peintre effectivement formé en Flandre. Mais en France, à ce moment-là, les artistes et les commanditaires sont très sensibles à ce qui se passe en Italie. C'est la modernité. C'est à la mode ? C'est à la mode. C'est vraiment l'art à la mode. C'est ce qui se passe en Italie. Donc, tout commanditaire, tout duc qui se respecte regarde un peu du côté de l'Italie. Et aussi, les artistes sont sincèrement intéressés par ce foisonnement de nouvelles formes qu'ils ne connaissent pas. Donc, effectivement, c'est pour ça qu'il intègre ce cadre à l'italienne très étonnant. Et très joli aussi, c'est vrai qu'il y a une dimension esthétique très forte et qui vient renforcer cet effet waouh dont vous parliez quand en effet le triptyque s'ouvre. On y voit évidemment son talent de portraitiste, dur à dire, sa maîtrise des lumières et puis bien sûr ses couleurs qui sont absolument éclatantes. Ce tableau, il a été exposé pour la dernière fois à Paris en 1937, puis conservé donc dans la sacristie de la cathédrale. Comment s'est décidé l'opération restauration? Alors, elle s'est décidée, c'est une décision de la DRAC, donc la Direction régionale des affaires culturelles, en lien avec nos collaborateurs quotidiens, qui est le Centre de restauration, de recherche et de restauration des musées de France. Il devait y avoir des travaux dans cette sacristie, impérativement, aussi pour améliorer les conditions de conservation de cette œuvre. Il faut que l'hygrométrie, il faut que la température soit bien régulée. Donc c'est une opération globale qui concerne à la fois le bâtiment et l'œuvre. Et donc à cette occasion, effectivement, en l'accord de ces deux partenaires, ils ont décidé que c'était le bon moment pour restaurer cette œuvre, qu'elle allait venir à Paris pour ça confier aux experts du Centre de restauration. Quand on la voit, quand on voit le avant, après, on se rend compte du travail parcouru. Quand on voyait le avant, est-ce qu'on avait la possibilité d'imaginer que le rendu serait aussi sublime et que la restauration serait aussi réussie ? Il y a des choses qu'on est un petit peu habitué qu'on pouvait sentir. Par exemple, il était très jaune et on sait que le jaune est dû à l'encrassement et dû au vernis accumulé au fil du temps qui sont jaunis. Donc on soupçonne que les couleurs vont reprendre un éclat. Mais on ne soupçonnait pas du tout que le cadre était aussi, comme vous l'avez dit, beau, polychrome, raffiné. Et on ne soupçonnait pas effectivement qu'il y avait une telle harmonie en même temps des tensions très fortes des couleurs qui allaient se dégager de cet ensemble restauré. 3 ans de restauration, je le disais tout à l'heure. Qu'est-ce qui a été le plus délicat ? On imagine que c'est une entreprise complexe, avec beaucoup d'enjeux derrière. Comment on pourrait décrire ce travail à ceux qui nous écoutent ? Alors, je ne suis pas restauratrice, donc j'imagine qu'il y a des complexités techniques qu'eux ont eu à affronter et vraiment à des moments donnés. Ce qui était difficile pour nous tous, c'était de prendre les bonnes décisions, c'est toujours ça. Et par exemple, effectivement, le cadre avait été très doré au fur et à mesure des années, des siècles. Et la décision de retirer la dorure pour retrouver la polychromie d'origine, c'était une bonne décision, mais pas forcément facile à prendre au début. Oui, en effet, on imagine que c'est une succession de décisions importantes qu'il faut prendre pour révéler l'éclat de ce tableau. Ce qu'on note, et c'est assez évident, on en a déjà parlé à plusieurs reprises, c'est ces couleurs, cette harmonie absolument incroyable. Et puis c'est vrai qu'il y a quelque chose de très éclatant dans ce triptyque, on ne voit que ça. Comment est-ce que ça vient nourrir aussi la connaissance qu'on avait de cet artiste et donc de ses œuvres ? Eh bien, c'est un artiste dont on voit dans ses œuvres sa formation flamande, c'est-à-dire cette précision, cette minutie, cette capacité à représenter bien les textures qui sont très différenciées, par exemple dans les vêtements, les unes des autres. C'est vrai que les matières sont incroyablement traitées, on le voit dans les drapés, c'est magnifique. Les drapés, les fourrures, les fourrures rases, les fourrures longues, enfin il y a vraiment cette virtuosité dans la représentation des étoffes et de toutes les matières, enfin on croit les toucher. Mais ce qu'on connaissait moins, c'était le côté un peu expérimentateur de ce Jean-Hé. C'est pas seulement que c'est un virtuose, mais il a tenté des choses. Par exemple, dans le grand halo solaire autour de la Vierge, il allie à la fois l'or et ces cercles un petit peu diaphanes, presque transparents. Et ça, les peintres, habituellement, ne le font pas. Et ça, c'est très nouveau pour nous. Cette restauration, c'est aussi l'occasion de rapprocher cette œuvre des autres œuvres de Jean Hé. 5 tableaux et un dessin déjà au musée du Louvre et la Vierge Bakri
également. Comment est-ce que vous racontez ça au public, puisqu'on imagine le public s'émerveiller de la beauté de ce triptyque, mais pas toujours le comprendre. C'est important de raconter cette histoire, ce qu'on fait aujourd'hui. Tout à fait, c'est notre travail dans les musées. On a essayé de décortiquer en fait cette œuvre petit à petit. Parler du centre, parler des volets, comme on l'a fait ici, parler des grisailles. Et donc tout autour de ce triptyque, eh bien, on a disposé effectivement une œuvre du musée de Cluny, la Vierge Bakri, et les autres œuvres du Louvre, pour un peu dialoguer et faire comprendre à la fois l'écart entre la production, disons, plus habituelle de Jean Hay et cette œuvre tout à fait exceptionnelle, hors norme et qui se veut hors norme, comme on l'a dit plus tôt, parce qu'il faut absolument qu'elle soit très éloquente. Donc c'est aussi par des écarts et des contrastes qu'on se rend compte de sa spécificité, de son unité. Est-ce que c'est justement de l'avoir aussi à côté des autres productions de ce peintre qui sont déjà magnifiques qu'on se rend compte de son caractère exceptionnel? C'est tout à fait ça. On se rend compte à la fois que c'est un peintre qui reprend des modèles, dont on reconnaît la patte, on reconnaît le style, on reconnaît aussi par exemple son art du portrait. C'est un très grand portraitiste, vous l'avez dit. Mais là, il donne à ses personnages une prestance inédite. Ils sont vêtus de manière quasiment royale, ils sont beaucoup plus grands, ils sont couronnés. Il y a une mise en scène. Tout à fait, une mise en scène beaucoup plus spectaculaire qu'habituellement. Et cette débauche, on l'a dit, de couleurs et même de grandes étoffes qui sont derrière eux, on ne comprend pas très bien où est-ce qu'ils sont situés d'ailleurs, les met un petit peu entre ciel et terre dans une sorte de monde un petit peu à part qui est ni celui de la Vierge ni le nôtre, mais qui les rend encore plus exceptionnels qu'habituellement. Est-ce qu'on raconte aussi cette histoire de la restauration ? Alors on la raconte grâce à une vidéo très bien faite par justement le centre de restauration, le centre de recherche et de restauration et la DRAC. Donc ça permet de bien comprendre aussi tout le travail qui a été effectué par les restaurateurs, les restauratrices. Et on y revient aussi dans un petit livre qu'on a publié à l'occasion. Qui permet de mieux comprendre l'histoire de ce tableau. Un dernier mot, où est-ce qu'on peut la retrouver, cette œuvre, au cœur du musée du Louvre ? Alors, on la trouve à Richelieu, Richelieu. Richelieu. Tout à fait, au 2e étage. Il faut prendre les escalators qui sont très beaux. Et ensuite, c'est très bien indiqué. La salle s'appelle 831, mais ce sera très bien indiqué. Ça permet de découvrir aussi toute la peinture française du XVe siècle dans laquelle se trouve cette salle. Ça fait une très belle occasion d'aller redécouvrir les couloirs du musée du Louvre et d'aller découvrir ce triptyque incroyable de Moulin, qui est absolument sublime. Merci beaucoup d'être venue nous en parler sur le plateau, Sophie Caron. C'était un plaisir de vous recevoir. Et on passe tout de suite à l'art de vivre avec Aliette de Brémaudy. Aujourd'hui, en Art de Vivre, on vous parle de votre intérieur et de ses tendances au décloisonnement. Appelons ça autrement, appelons ça la folie des espaces ouverts. Si la cuisine ouverte à l'américaine, dit-on, n'a plus aucun secret pour nous, on va discuter de ces nouvelles propositions disruptives pour notre chez nous. Et on le fait avec vous, Aliette de Brémaudy, rédactrice en chef adjointe Art de Vivre au Figaro Quotidien. On va commencer par le commencement, Aliette, et on va remettre les pendules à l'heure. Celle qu'on appelle la cuisine à l'américaine n'est en réalité pas du tout américaine. Elle est européenne. En tout cas, elle n'est pas née aux États-Unis, elle est née au milieu des années 90 en Europe, parce qu'en fait, c'est en Europe qu'il y a une véritable culture de la gastronomie, du partage. Je ne dis pas que nos amis américains, on va créer une polémique supplémentaire. Voilà, convivialité, gourmandise. Donc c'est en Europe qu'elle est née, d'autant plus que on a beaucoup les Italiens avec leurs matériaux très haut de gamme se sont beaucoup penchés sur la question, et les designers français également, et qui ont su proposer des choses très harmonieuses et et c'est devenu un petit peu aujourd'hui une norme, on va dire. En tout cas, cette cuisine américaine. On peut dire que ça a beaucoup séduit les Français, que c'est devenu un peu un objet incontournable et qu'aujourd'hui, c'est un peu ce qu'on recherche quand on visite un appartement ou quand on veut construire. Bien sûr. Alors déjà, elle correspond en fait à notre mode de vie moderne. On imagine très bien, c'est un peu caricatural, mais l'ado avachi dans son canapé, les petits qui sont en train de travailler sur l'îlot central et les parents qui rentrent du bureau et qui se mettent en cuisine pour toute la famille. Et ça permet, en fait, ça crée des moments de convivialité qu'on n'a pas forcément, parce qu'on travaille tous de plus en plus, on rentre de plus en plus tard, et on est tous ensemble. Au-delà de ça, c'est quand même pas son seul avantage. Ça permet surtout de donner de la perspective, et il faut dire qu'on peut en chercher dans les appartements parisiens. Ça donne de l'espace, tant physique
que visuel. Oui, ça évite des toutes petites pièces un peu rabougries les unes sur les autres. On ouvre les espaces, on décloisonne et donc on a des plus grandes pièces de vie. Et tout de suite, on a l'impression d'habiter un appartement qui est plus grand. Et me faisait remarquer Anne-Sophie Pailleret, qui est une architecte très en vue en ce moment à Paris et qui réalise beaucoup d'appartements haut de gamme. Elle me disait, avoir 5 ou 6 fenêtres dans la même pièce, c'est bien mieux qu'en avoir 2. Et elle-même fait dans des appartements d'exception qui ont plus de 5 mètres sous hauteur, sous plafond, n'hésite pas à créer ce genre d'espace. Et elle donne que ça donne un effet de gigantisme qui a, on va dire, vraiment de la gueule, comme on peut dire, quand on fait des travaux dans son appartement. Il y a 2 éléments à pas négliger. Il y a l'îlot central qui est souvent une pièce maîtresse. On le voit sur ces images qui défilent. Ça peut être de magnifiques blocs de marbre, ça peut être des créations sur mesure qui sont absolument uniques. Là, en bois, c'est très joli. Il y a aussi un autre élément qu'on aurait peut-être plutôt tendance à négliger, c'est la hotte. Oui, alors parce qu'en fait, peu de gens font marche arrière quand ils créent une cuisine ouverte. Néanmoins, il y a quelques, on va dire, inconvénients. Ça peut être déjà les odeurs et le bruit. Donc le bruit, c'est normal parce que la cloison, c'est une isolation phonique. On l'oublie finalement, mais c'est à la base, ça sert à ça. Voilà. En fait, on pense moins que dans un appartement parisien, décloisonner, ça peut occasionner plus de bruit de la cage d'escalier, de l'ascenseur. Bon, c'est pas forcément très dérangeant. Et puis plus de bruit dans l'appartement. Faire la cuisine, ça fait aussi du bruit. Donc là, on revient sur ces cuisines ouvertes à mettre maintenant quelques cloisons. Que ce soit des cloisons qui soient un peu coulissantes, qui se plient. Cloisons transparentes aussi, on en voit beaucoup à l'image. Exactement, des cloisons. Alors le côté un peu beau window, c'était plus dans les années 2000. Aujourd'hui, on a effectivement des cloisons qui sont transparentes. Et si elles ne sont pas transparentes, elles peuvent être insonorisées et recouvertes d'un joli matériau comme un verre fumé, du bois. Et on peut les fermer quand on a envie d'être tranquille, les fermer quand on a envie de cacher le bazar aussi, quand on reçoit du monde. Et quand on parle des cloisons transparentes, elles sont plutôt aujourd'hui sur des montants en aluminium très légers. Alors, le but, c'est pas de réalourdir avec des cloisons. Voilà. Et on parlait des odeurs. Alors là, les odeurs, la hotte, en fait, la grosse hotte qu'on a au-dessus de la plaque de cuisson a tendance à disparaître parce que maintenant, la technologie a énormément évolué. Et il y a des hottes intégrées à la plaque de cuisson. Donc on ne les voit absolument pas. Elles capturent les odeurs vers le bas. Il y a des filtres à charbon. Et puis il y a des petits éléments filtrants qui sont très faciles à nettoyer, qu'on peut mettre à la machine à laver. Et on change une fois par an son filtre à charbon. Bon, ça coûte 3 fois plus cher qu'une hotte classique. Mais ça vaut le coup. Mais ça vaut vraiment le coup. Parce qu'en fait, il ne faut pas oublier que cette cuisine ouverte, c'est un investissement. Notre lieu de vie numéro 1. Et qu'on va, a priori, la garder assez longtemps. Il y a un élément que vous déclinez aussi dans votre papier qui est intéressant sur l'harmonie générale des pièces. Maintenant, comme les pièces se répondent, qu'elles sont décloisonnées, il faut penser l'ensemble finalement. Exactement. Donc effectivement, il faut qu'il y ait une continuité entre le salon et la cuisine. Alors on parlait de l'îlot central, cette continuité peut se faire via l'îlot central et elle se fait aussi au niveau des matériaux. Par exemple, par le sol, évidemment. Donc, il peut y avoir un beau parquet, mais il risque d'être un peu fragile dans la cuisine. Donc, on peut avoir des carrelages effet bois. Qui sont moins fragiles. Et il y a le béton ciré qui a énormément très pratique. Voilà, le vent en poupe en ce moment. Et attention quand même à l'originalité, parce que comme je le disais tout à l'heure, une cuisine, enfin une pièce ouverte comme ça, c'est quand même un investissement qu'on va garder comme 20 ans. Donc on reste quand même en général dans des couleurs assez sobres, enfin assez minimalistes. On peut mettre des petites touches de couleur, mais ne pas trop partir. Dans tous les sens. Voilà. Et l'îlot central, donc, il fait le lien. Il faut qu'il n'ait pas de dérangement trop visible. Donc, on peut avoir côté cuisine, des rangements un peu cachés. Et côté salon, beaucoup de niches éclairées. On mettra une jolie vaisselle, on mettra des objets de décoration, on peut mettre des vases. Oui, ça devient des objets de décoration. Hein. Voilà. Oui, en fait, l'îlot central devient un élément de la décoration. Et donc, on essaye de soigner ses contours. De la même manière, les appareils électroménagers, dans la cuisine, on a de plus en plus tendance à les cacher. Oui, on les dissimule dans des niches, dans des choses qui sont escamotables. Mais c'est fini le lave-vaisselle blanc horrible qu'on ouvre comme ça. Le lave-vaisselle, on lui met quand même... non. On le dissimule. Voilà, Et c'est vrai aussi pour l'éclairage et les matériaux, on essaye qu'il y ait une cohérence d'ensemble. Bien sûr. Pour que ça soit harmonieux. Il faut que l'éclairage soit assez doux. Alors, on peut avoir un éclairage un peu plus important sur les... Tout le monde n'a pas cette vue Tour Eiffel absolument
voilà, sublime on parle, dans une fenêtre. on peut avoir, ça c'est une réalisation d'Anne-Sophie Payret, me semble-t-il. Oui, tout à fait. Voilà. Et donc je disais que l'éclairage, il faut quand même que tout ce qui est là où on fait la cuisine, ce soit un peu éclairé, mais plus on va vers le salon, Plus c'est tamisé. Et c'est mieux souvent de faire des éclairages soit modulables, soit qui ne soient pas forcément directs avec des petites lampes. On peut poser des lampes dans sa cuisine, hein, comme on le fait dans son salon. C'est hyper chic. Et voilà, et ça donne une touche déco. Alors, si on passe côté chambre, on découvre des propositions carrément loufoques, un peu difficiles à imaginer au quotidien. Par exemple, la baignoire devant le ça gagne du terrain, comme on dit. Il y en a de plus en plus. En fait, la baignoire au bout du lit, c'est sûr que ça peut surprendre. Même les couples en fait, les plus décomplexés, parfois, ont quand même envie de garder un peu de tranquillité et d'intimité. Puis il faut penser aussi que c'est un investissement et que les années passent et qu'on aura peut-être envie de plus en plus d'intimité. Mais bon, en fait, c'est Starr qui a lancé la mode. Il a lancé ça dans les hôtels qu'il a fait aux États-Unis, par exemple le Delano à Miami ou le Hudson à New York. Et maintenant, on le fait de plus en plus dans les appartements, dans ce qu'on appelle les suites parentales. Et l'idée, c'est que aussi, on a envie d'une salle de bain qui soit un peu cocon, un peu salon. Ouais, c'est un lieu bien-être. La salle de bain, c'est pas, on prend plus une douche à la va-vite. C'est un peu, on se fait le spa à la maison. On met de la musique, on met des bougies, on a envie de faire son masque, son soin. On prend son temps et on se détend. Voilà. Et donc, du coup, on voit le rituel du bain revient beaucoup. Et les baignoires aux formes sculpturales. Qu'est-ce que ça change, ça, en termes d'aménagement des espaces? On le voit avec ces très beaux objets, donc une belle baignoire imposante dans laquelle on se sent bien, avec de quoi disposer des beaux objets, des produits qu'on chouchoute. Exactement. Alors, il y a aussi le retour de la coiffeuse, comme du temps de Marie-Antoinette. Voilà, parce que pareil, on va passer du temps à se maquiller, à se coiffer, etc. Et il y a un espace qui y est consacré. C'est oui, la coiffeuse. On peut mettre dans un petit coin. C'est finalement, au lieu de se maquiller devant la vasque de son lavabo, on peut tout à fait essayer de créer des petits coins à côté. Puis chacun, comme ça, a son espace dans la salle de bain. Et ce que ça implique, il ne faut pas s'en lasser, quoi. Alors ça, c'était aussi l'installation qu'avait fait Anne-Sophie Payret pendant Paris Design Week en septembre dernier, où elle montrait cette idée de salle de bain un peu salon, parce que vous voyez, il y a une banquette. Donc on peut même avoir des amis et se dire, on va faire une petite journée spa. On fait une journée spa dans la salle de bain, donc chacun son tour, et on a une petite banquette pour s'asseoir. Le risque quand même de la salle de bain ouverte, attention aussi, ça peut être l'humidité. Oui. Donc il faut créer des bonnes aérations. Oui, parce qu'on n'a pas envie d'une chambre qui se transforme, elle, en hammam ou en sauna, par contre. Ça, c'est désagréable. Voilà, après, on dort. Il faut quand même qu'on puisse soit aérer, soit créer de bonnes ventilations pour évacuer tout ça. Moi, ça m'a fait beaucoup rire dans votre papier, cette dame qui dit qu'elle a loué une chambre d'hôtel et qu'elle était avec son fils ou son petit-fils, je ne sais plus. Quand elle a vu la baignoire au centre de la chambre, elle s'est dit nous voilà bien dans l'été maintenant. Exactement, non, mais c'est la limite de ces propositions magnifiques. Voilà, autant la cuisine, c'est vraiment imposé comme la norme en décoration. Je pense que quasi toutes les personnes qui entreprennent des travaux chez eux à Paris cherchent à avoir une cuisine ouverte. Il faut faire attention aux murs porteurs, etc. et bien travailler avec des professionnels et des architectes. La salle de bain, c'est une tendance, mais je pense qu'elle a ses limites et qu'elle ne fait pas encore 100% d'adeptes. Mais peut-être que... Ça reste intéressant. Et en tout cas, c'est très joli. Les propositions que vous nous avez montrées sont magnifiques. Un dernier mot sur les tendances que vous avez repérées et qui définitivement vous plaisent. Écoutez, moi, il y en a beaucoup. Alors, je trouve que... moi, j'ai été... agréablement surprise. J'ai trouvé que c'était très malin d'avoir la hotte, en fait, ça c'est génial. Dans la plaque. Ça, je trouve ça absolument génial. Je trouve que oui, j'aime beaucoup finalement la tendance sur la cuisine. Je trouve que c'est de plus en plus abouti, ces cuisines ouvertes, parce qu'on a commencé à ouvrir les cuisines. Et plus le temps passe, plus chaque petit détail commence à être bien pensé. Ce que je vous disais tout à l'heure, on ne voit plus les appareils ménagers. On évite aussi en hauteur aujourd'hui de mettre trop de placards en hauteur. On met plutôt, comme on voit sur la photo, des étagères avec. Et du coup, vraiment, j'ai eu l'occasion de voir récemment quelques réalisations qui vous ont beaucoup plu. Et je trouve que c'est plus tentant. Abouti. Et c'est très tentant. Voilà. Pour ceux qui nous écoutent, vous n'avez plus aucune excuse si vous êtes en projet rénovation. Après, je dirais quand même que pour que tout ça soit réussi, il faut vraiment que ce soit très personnalisé et que ça corresponde au mode de vie de chacun.
À nos goûts et à notre manière de vivre, évidemment. Exactement. Merci beaucoup, Aliette de Brémaudier. On vous lit évidemment Victoire. dans les pages du Figaro quotidien et sur le site internet du Figaro. Merci beaucoup d'être venu nous parler de ces tendances en matière de décoration. Moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain dans l'émission. Et en attendant, je vous souhaite une excellente soirée sur le Figaro TV. À demain.